ce débat sur comment on peut booster l'entrepreneuriat social au service des populations les plus fragiles grâce à l'innovation en Afrique et en Méditerranée nous a permis de réunir des panélistes de très haut niveau, à commencer par son Excellence Monsieur Sadissou, ministre du Niger, que je demande de me rejoindre. Et je vous demande de l'applaudir. Lucie Venet. Lucie Venet, c'est un honneur de vous recevoir également. Lucie Venet, qui est la directrice exécutive de la Fondation Olympique de Marseille. C'est la deuxième année que nous sommes partenaires de l'Olympique de Marseille. C'est un grand honneur pour nous et merci Lucie d'être parmi nous ce soir. Jérôme Froissart, qui est le coordonnateur de Tech for Child et de l'association AMAD. L'association AMAD, c'est l'association de Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, qui vient de Monaco et qui travaille beaucoup sur l'inclusivité en Afrique et en Méditerranée. Alaj Barro, qui est une activiste libanaise, fondatrice de Impact the World, spécialisée en social business et qui nous vient du Liban, de Beyrouth. On peut l'applaudir. Zainabou Abdeljelil, qui est la cofondatrice de l'incubateur de Mauritanie Adina Rimtik. Bravo, et on peut l'applaudir. Et enfin, Claire Brodin, qui est responsable du pôle financement du développement, innovation et partenariat au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères. On peut l'applaudir. Et enfin, je passe la parole à deux modérateurs de talent. Isadora Bigourdan, qui est la chef de projet du Social Inclusive Business Camp de l'Agence française de développement. Ah, excusez-moi. Oui, excusez-moi, parce que... Et Lamia... Alors, je vais parler plus longtemps d'elle. C'est fait exprès. Non, mais j'ai fait la même chose tout à l'heure. Lamia Ben Marlouf, qui est ma grande amie, qui vient du Maroc et qui est... Et en fait, l'idée de cette plénière n'est pas étrangère aux discussions que j'ai eues avec Lamia, parce qu'elle dirige un incubateur, enfin, le plus grand incubateur du Maroc, le Technopark de Casablanca, qui est tout simplement celui qui permet aux startups de franchir la vallée de la mort. Et le taux de survie des startups que tu accompagnes est juste impressionnant. Tu pourras nous en dire un mot. Lamia est un de nos partenaires majeurs aujourd'hui au Maroc, et c'est un grand honneur de t'avoir aujourd'hui ce soir, et ton expérience est très attendue. Et le co-modérateur, Steve Tchomba, qui est le coordonnateur de l'incubateur ActiSpace, que je vous demande d'accueillir avec Isadora. Merci. Bonsoir à tous. J'ai mon co-modérateur qui me lâche, ça commence bien. Comment allez-vous? Ça va? On sent que ça y est, là, il fait nuit, tout ça. Faites attention, on va vous demander de faire des jeux pour commencer. Ça va pas? Tout va bien? Saute? Non? On est là pour parler On impact et tout. Normalement, ça donne le sourire. Ouais, je vois des... Ça y est, vous souriez, mais bon, c'est les entrepreneurs du SIBC, donc... Bon, on est ravis tous les deux d'être là ce soir avec vous pour parler de comment la tech va changer le monde et va sauver le monde et comment toute l'inspiration va venir d'Afrique. Parce qu'on en est convaincus tous les deux. Steve? Alors, je vais commencer par vous donner un petit exemple. Au Cameroun, d'où je viens, il y a une start-up qui s'appelle Gifted Mom. Alors, Gifted Mom, depuis quelques années, essaye de résoudre les problèmes. Alors, ils ont développé une solution qui passe par le USSD, qui envoie des messages à des mamans enceintes sur le pre- and post-natal care. Excusez-moi, je fais comme Rebecca, je parle ma langue nationale, le franc-anglais. Donc depuis quelques années, ils résout ce problème de mortalité au Cameroun et déjà au Nigeria aussi et en Sierra Leone, en utilisant vraiment des technologies de base, de SMS, pour donner des informations aux mamans enceintes de comment, par rapport aux visites chez le médecin et par rapport aussi, après l'accouchement, quelle injection, qu'est-ce qu'on donne à un enfant à manger, etc. Et voilà donc un exemple de solution basique au Cameroun qui résout, grâce à la technologie des problématiques de vie.
En fait, notre constat, notamment à l'AFD, où on organise donc chaque année un programme de préparation à l'investissement pour des entrepreneurs, dont certains sont là et que vous verrez pitcher demain. On a tous les blousons Steve, c'est Steve qui fait la pub du programme, pas moi, mais demain je ferai la pub du programme. Notre constat, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des appels à candidature en Afrique, toutes les candidatures, tous les candidats nous présentent des projets dont les solutions technologiques visent à résoudre une problématique sociétale ou environnementale, ce qui n'est pas du tout le cas si vous faites le même genre d'appel à candidature sur un autre continent. Et donc, en réalité, ce que ça représente, c'est que les challenges que peut avoir le continent en termes de problématiques d'accès aux infrastructures, etc., je ne vais pas les énumérer, deviennent une vraie opportunité en fait, de créativité, d'inventer les choses différemment. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et ensuite, l'idée, c'est comment est-ce que collectivement, on accompagne ces entrepreneurs qui se saisissent de problématiques d'intérêt général, si j'ose dire, et qui décident, avec leur énergie, avec leur créativité, de proposer des solutions pour améliorer et inclure à la fois toutes les populations, qu'elles soient rurales ou non, et tout type de population, que ce soit avec toutes les populations exclues qu'on peut imaginer. Comment on travaille sur l'inclusion avec la technologie, et c'est en Afrique que ça se dessine. Donc voilà ce qu'on voulait aborder avec vous ce soir, avec d'éminents acteurs de terrain qui vont nous faire rêver. Merci de les encourager là. On a besoin de vous, ils ont besoin de vous. Voilà, on est tous ensemble, hein. On est tous sur la même planète, donc on y va. Alors, je vais commencer par Monsieur le Ministre. Merci d'avoir accepté d'être là avec nous ce soir. Je vais vous poser une question de savoir, alors, pour vous, quelles sont les avancées que vous avez pu constater dans votre environnement au Niger ou dans la sous-région? Donc, je vais vous passer le micro. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord rappeler que le soubassement de la politique du Niger en matière de l'innovation, du numérique, se trouve déjà dans le programme de renaissance. Le programme de renaissance du président de la République du Niger, qui déjà pendant la campagne électorale avait inscrit comme priorité les questions de l'innovation et du numérique pour changer notre société, pour moderniser notre société, pour assurer la promotion de l'économie. Alors, c'est partant sur cette base qu'il faut d'abord, dans un premier temps, régler les questions de façon institutionnelle. Et nous avons créé des départements ministériels qui s'occupent spécifiquement de ces questions-là. Nous avons un ministère de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons un ministère dédié à l'économie numérique, un ministère également chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. À travers ces différents départements ministériels, nous avons défini notre politique nationale en matière de l'innovation et du numérique. Alors, les avancées sont certaines. Au moment où je vous parle, il se déroule à Niamey, la capitale du Niger, ce que nous appelons les journées de la recherche, de l'innovation et de la créativité. Et cette fois-ci, nous avons donné comme thème, le thème qui est passé tout à l'heure, l'agritech, les technologies de transformation, de conservation et de stockage des produits agricoles. Et ça a suscité un engouement important au point où nous avons découvert des exposants, en particulier des exposantes, des femmes, qui ont émerveillé, j'allais dire. Alors, la transformation de produits alimentaires, nous avons déjà, à travers une politique que nous appelons l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Nous avons introduit beaucoup de nouveautés dans le domaine agricole. Et que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, en tout cas, les populations s'en ont servi. Et aujourd'hui, nous connaissons, sans abuser, une révolution verte au Niger.
Vous avez souvent entendu parler de la famine au Niger, mais depuis 2011, nous n'avons connu aucune famine. Et ça, nous nous sommes basés sur les nouvelles technologies, essentiellement. Et nous nous sommes basés sur les engrais, la téléirrigation et beaucoup d'autres stratégies qui nous ont permis d'améliorer la productivité agricole. Ça, c'est un exemple que j'ai donné. Dans beaucoup d'aspects, dans beaucoup de questions, en tout cas, l'innovation, le numérique ont apporté des contributions importantes pour le développement économique et social du Niger. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. C'est vrai qu'au Niger, vous avez une politique très volontariste sur le numérique et sur la façon dont le numérique peut favoriser l'inclusion. Lucie, on voulait échanger avec toi. D'abord, à la Fondation OM, vous êtes très engagée sur des projets d'inclusion. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce que tu constates sur le terrain, en fait, comment les entrepreneurs se saisissent de problématiques sociétales et les déploient? Comment est-ce que vous les accompagnez, vous, à la Fondation? Alors nous, bonjour à tous, au niveau de la Fondation de l'Olympique de Marseille, donc on est une jeune fondation, on a été lancé il y a 2 ans, mais l'Olympique de Marseille est un acteur social engagé depuis de nombreuses années, depuis 2000. Aujourd'hui, on a 4 piliers au niveau de nos engagements, donc tout ce qui est éducation pour les enfants, tout ce qui est entrepreneuriat, accès à l'emploi pour les grands adolescents et jeunes adultes, ensuite tout ce qui est pratique sportive chez les jeunes, donc le football, et enfin tout ce qui est culture et art contemporain, donc ça c'est vraiment nos 4 piliers. Et donc, parmi ces piliers-là se trouve le soutien à l'entrepreneuriat et l'accès à l'emploi. Et dans ce cadre-là, on a notamment développé 2 initiatives. La première, c'était l'OM Innovation Cup, qui était un challenge de start-up, le premier organisé par le club, qui a été lancé donc, au moment de la création de la fondation et qui a reçu un peu plus de 260 candidatures en l'espace de 6 semaines et qui était un moyen pour nous en fait, de soutenir l'entrepreneuriat à travers le territoire national. Et on a également initié un partenariat avec l'ADI, qui est une association nationale reconnue d'utilité publique, qui aide en fait les entrepreneurs qui sont dépourvus de diplômes, de réseaux et de moyens financiers, mais qui à un moment veulent créer leur propre entreprise, veulent créer leur propre emploi. Et donc, on a souhaité les aider au niveau local. Donc, on a doté l'année dernière à hauteur de 30 000 € leur fonds de prêt d'honneur, donc qui a permis à 10 entrepreneurs locaux de lancer leur activité. On a également souhaité créer en fait des formations spécifiques qui sont dispensées par des managers du club sur tout ce qui est communication digitale et stratégie de marque. Et puis cette année, on a également voulu aller plus loin dans ce partenariat et donc on a soutenu en fait la création de leur nouveau centre de préparation et d'entraînement des micro-entrepreneurs à Marseille, donc qui est implanté, qui a ouvert ce mois-ci et qui est implanté dans le quartier prioritaire de Marseille le plus peuplé et qui est vraiment un lieu très important pour eux, qui permet l'accueil vraiment complet, l'accompagnement de ces entrepreneurs à Marseille. Et donc c'était important pour nous d'aider déjà ces entrepreneurs-là qui à un moment, alors bien évidemment on ne parle pas forcément de tech ou autre, mais ce sont des entrepreneurs qui à un moment ont envie de créer une dynamique sur le territoire, qui ont envie à leur échelle, à leur niveau d'apporter cette dynamique-là. Et donc on voulait leur donner les moyens de leurs ambitions. Merci beaucoup. Claire, je me tourne vers toi parce que le ministère des Affaires étrangères, la France, donc, s'engage beaucoup pour promouvoir l'innovation sociale, financière, économique en Afrique. Est-ce que tu peux nous détailler les actions de promotion de ces innovations sociétales sur le terrain en Afrique ? Oui, bonsoir. Effectivement, je dirige un pôle au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères qui s'intéresse et traite toutes les questions d'innovation croisée pour le développement. Nous travaillons sur les 3 grands thèmes d'innovation, innovation numérique et technologique. Et voilà, l'événement aujourd'hui est à travers les questions de Digital Africa et à travers l'ensemble des initiatives de fonds de lancement, de soutien aux startups en est une illustration. La question d'innovation méthodologique et sociale. En 2016, nous avons lancé une stratégie qui s'appelle la stratégie Innover Ensemble, qui est l'idée de promouvoir à l'international tous les modèles de l'économie sociale et inclusive qui sont...
Donc voilà, je disais, donc, on a une stratégie qui s'appelle Innover ensemble et qui vise à valoriser les modèles d'innovation sociale et solidaire et inclusive à l'international. Dans ce cadre-là, nous avons un groupe de travail qui réunit régulièrement les acteurs français, incubateurs, entreprises, société civile, recherche autour de ces questions. Un exemple est dans ce cadre est le Social and Inclusive Business Camp, qui est une initiative issue de cette stratégie et que nous soutenons depuis 2017, depuis sa création. Et puis un autre modèle, un autre type d'innovation que nous soutenons est l'innovation financière. Donc réfléchir à des outils financiers nouveaux en faveur du développement. Dans ce cadre-là, je pourrais citer le lancement cet été, dans le cadre de la présidence française du G7, d'un fonds de contrepartie public-privé pour le soutien, en partenariat avec l'UNICEF, pour le soutien à l'émancipation des filles et des femmes en Mauritanie. Voilà, donc et puis évidemment, on a les innovations croisées. On soutient par exemple le fonds AFAWA, qui est pour l'émancipation de l'entrepreneuriat des femmes et l'appui à l'entrepreneuriat féminin en Afrique, qui croise les questions financières, les questions d'assistance technique et puis les questions de réglementation. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers toi, Jérôme, et te poser la question. Tu es coordinateur chez AMAD, le programme Take for Child. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et pourquoi est-ce que les enfants vous intéressent et pourquoi vous vous focalisez sur ce segment? Oui, merci beaucoup. Donc, je suis le secrétaire général de l'AMAD, qui est une association monégasque, Association mondiale des amis de l'enfance, et qui est dédiée à la protection, à l'accès à l'éducation, à l'accès à la santé de l'enfance à travers le monde. Donc on travaille essentiellement sur le continent africain, un continent qu'on connaît un petit peu, même si on ne connaît jamais le continent africain. On a été amené à développer on a 4 piliers, 4 grands programmes. Un de ces programmes s'appelle l'énergie de l'espoir. Face au constat vous connaissez plus de 600 millions de personnes qui vivent sur le continent africain sans accès à l'énergie. Comment accéder sans accès à l'énergie, à l'éducation, à la santé, à la protection de ces enfants? Donc on démarre sur l'accès à l'énergie au niveau scolaire, des écoles primaires, les lampes solaires, sur l'accès à l'énergie au niveau des collèges, de permettre, grâce à l'énergie, d'accéder à du contenu digital de qualité. C'est un réel enjeu sur le continent africain, d'accéder à du contenu pédagogique de qualité. Et d'utiliser l'énergie comme un facteur, un levier de développement. Je pense que c'est un grand enjeu à l'heure actuelle. Il y a de grands programmes qui travaillent sur l'accès à l'énergie off-grid sur le continent africain, et on prend le parti de profiter de cette opportunité-là pour le réel enjeu à l'heure actuelle du continent africain. Parmi les enjeux, mais un majeur, c'est l'accès à l'éducation des enfants. Et alors bien sûr, on a été intéressé à faire le lien avec le digital. Donc tout de suite, j'ai lu le livre de Samir Abdelkrim et nous sommes allés sur le continent africain rencontrer les différentes initiatives, les entrepreneurs. Du côté de l'AMAD, on a été amené à appuyer le développement d'un certain nombre d'applications mobiles et qui adressent, vous l'avez dit, des problèmes très concrets, très particuliers autour de l'enfance. On appuie une application mobile sur la prévention de la mortalité maternelle et infantile en République démocratique du Congo. On est en train de faire aussi un travail parce qu'il faut être aussi conscient que l'Afrique francophone est un peu à la traîne dans ce domaine-là par rapport à l'Afrique de l'Est anglophone et de créer une passerelle justement pour pouvoir dupliquer, répliquer ces initiatives sur l'Afrique francophone en Afrique de l'Ouest et notamment sur l'accès à l'éducation, à l'alphabétisation des enfants. On travaille avec Ilimou, certains connaissent. Je pense que le digital est aussi une opportunité pour adresser un certain nombre de problématiques de l'enfance en Afrique, et notamment pour nous, pour l'AMAD. Et je lance un appel ici, s'il y a des entrepreneurs africains, sur la déclaration des naissances. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler des enfants fantômes. Qu'est-ce qu'un enfant fantôme? Un enfant fantôme, c'est un enfant qui est né, qui n'a pas été déclaré. C'est 40% au Niger, monsieur le ministre, je ne sais pas les dernières statistiques, mais un certain nombre d'enfants qui n'ont pas d'état civil,
qui meurent avant l'âge de 5 ans et qui n'apparaîtront jamais dans les rapports de la Banque mondiale. Comment créer une politique publique d'accès à l'éducation, de construire des écoles si on n'a pas... bon, je vais être rapide. Donc voilà un peu un certain nombre de sujets sur lesquels je pense que le digital peut adresser. Deuxième constat, c'est qu'il y a un certain nombre d'incubateurs sur le continent africain qui ont été mis en place. C'est une très bonne chose, on les a rencontrés. Force est de constater qu'il y a un manque de mise en coordination des différents acteurs du digital sur le continent africain. Vous avez des entrepreneurs, des jeunes africains qui réfléchissent sur les solutions que le digital peut apporter. Ils n'ont pas forcément la connaissance du terrain, même s'ils sont en Afrique, mais ils sont des fois dans des villes. Ils n'ont pas la connaissance du dernier kilomètre sur le continent africain. Ils n'ont pas accès, ils ne peuvent pas venir pitcher en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Ils n'ont pas forcément le réseau de mentors qui peuvent l'accompagner. Et on se propose justement de lancer cette initiative Tech for Child, qui sera une plateforme ouverte pour permettre aux différents acteurs de l'écosystème de se réunir autour de solutions très concrètes. Parce que je pense que une des failles, il y a un engouement pour le tech. Alors on communique beaucoup, on a ça. Il faut faire attention de ne pas passer à côté de cette opportunité-là et d'aller dans la communication et de ne pas être en capacité d'identifier les bonnes solutions avec un modèle économique derrière, une pérennité, un impact. On a parlé tout à l'heure de chiffres, de financement. Moi, ce n'est pas trop ce qui m'intéresse. Moi, je voudrais savoir sur l'éducation primaire, quels sont les résultats, quel est l'impact du digital. Et donc, pour vous dire qu'on lance cette initiative qui est ouverte, donc vous êtes les bienvenus, Tech for Child, une initiative qu'on lance avec Monaco Tech, qui est notre incubateur du gouvernement princier. Et je salue la présence de Fabrice Marquet, le directeur de Monaco Tech, ici aujourd'hui. Et on est là jusqu'à demain, donc vous êtes les bienvenus pour échanger. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. Ça me fait une transition parfaite, puisque justement, tu dis qu'il faut identifier sur le terrain les solutions qui fonctionnent et peut-être surtout... Lamia, peut-être que tu partageras mon constat, surtout les accompagner et les aider, surtout pour les entrepreneurs qui décident d'avoir de l'impact en plus de leur modèle économique. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience sur cet accompagnement-là et ce qu'il faudrait pour faire exploser ces entrepreneurs-là ? Merci. Alors, je vais allier ces thématiques à la stratégie marocaine en termes de régionalisation avancée. Au Maroc, nous avons mis en œuvre les plans de développement régionaux justement pour mettre en œuvre l'inclusion économique et sociale des territoires et des collectivités. Le Technoparc Maroc s'inscrit dans cette stratégie en capitalisant sur l'expérience du Technoparc Casablanca, qui est le fruit d'un partenariat public-privé lancé en 2001 pour accompagner les entrepreneurs tech, les encourager à s'établir en tant qu'entreprise et à les aider dans leur développement. Donc, depuis 2001, nous avons accompagné plus de 1200 startups et depuis quelques années, nous avons donc dupliqué le modèle sur différentes régions. En 2012 à Rabat, 2015 au nord, à Tanger, et 2020 à Agadir au sud, justement pour aller offrir tout ce dispositif d'hébergement et d'accompagnement pour les startups technologiques. L'ambition sur les régions, c'est de traiter des problématiques spécifiques par région, au Maroc, mais aussi, pourquoi pas, l'Afrique. Donc, les startups régionales travaillent sur des problématiques liées au secteur porteur de chaque région, font de l'inclusion économique et sociale des jeunes. Nous avons des talents partout et pas simplement au niveau central. Donc, il faut se rendre compte que la richesse au niveau national doit être aussi distribuée au niveau des régions et des collectivités territoriales. Nous travaillons en étroite collaboration avec les régions, donc les acteurs publics de chaque région. Et pour donc, cette problématique d'inclusion sociale, je crois que c'est une évidence de devoir travailler ensemble, public, privé, société civile, pour cette inclusion économique, sociale, mettre les jeunes au centre, l'humain au centre de la croissance et de l'innovation. Le Technoparc, donc, c'est une communauté d'innovation. On est aujourd'hui 300 entreprises avec un turnover de 25% par an. Donc, chaque année, nous accueillons près de 80 nouvelles entreprises innovantes. Celles qui nous quittent, c'est qu'elles ont réussi. Elles ont besoin de plus d'espace, elles ont besoin de
grandir ailleurs. Elles ont plus de clients et donc plus de salariés. Et celles qu'on recrute, c'est celles qui vont bénéficier de nos services d'accompagnement. Nous sommes appuyés par un écosystème fort, des partenaires qui offrent de l'accompagnement, du mentorat, du financement, et aujourd'hui qui nous accompagnent sur les régions également. Donc, il y a 2 ans, nous étions aussi sur une collaboration avec la Côte d'Ivoire pour la duplication de notre modèle à Abidjan. L'objectif, c'est de partager l'expérience et l'expertise et de dupliquer un modèle qui a déjà réussi au Maroc et donc dans un pays africain comme la Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi contents d'avoir collaboré et de collaborer avec Marseille Innovation sur des projets de start-up innovantes qui opèrent sur différents segments, notamment l'agri-tech, l'EdTech et la health tech. Et donc voilà, on fait beaucoup de choses pour l'entreprise, mais aussi pour la communauté, que ce soit les enfants, les femmes. Nous sommes très sensibles à cette problématique d'inclusion sociale des femmes dans le développement économique et social du Maroc. Plusieurs initiatives ont été lancées par le Technoparc pour sensibiliser les jeunes dès leur jeune âge, les jeunes filles, au niveau des écoles et des universités. Je peux en citer plusieurs, comme ISTEM Morocco, qui vise l'inclusion des jeunes filles dans l'ingénierie, les mathématiques et les sciences, et qui les prépare pour être entrepreneuses tech de demain. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, très très bonne transition. Donc, I'm going to ask my question to you in English, if that's all right, and follow up on what you say. And I wanted to maybe for you to share your experience as a young lady entrepreneur. Maybe you can share your experience as an entrepreneur and how you also interact with tech. So both questions, as a female entrepreneur and how tech and how you work with tech as well. Good evening. I'll speak in English, so I guess if you want to put the translation on. So I'm Lebanese. I come from Beirut. It's a war-torn city, and yeah, the challenges we face, we try to use technology to overcome them. We created Impact the World 2 years ago to support social entrepreneurs in conflict and post-conflict cities. Technology is one of the key things that we use because it allows us as Lebanese or any kind of person part of our network to reach new markets easily and to be able to speak and talk at some places where we cannot be physically there, such as Gaza. Gaza is one of the places and is one of the cities that's very dear to our hearts because despite us not being able to fly there, we're able to transfer knowledge through Skype, through technology, through calls, video calls, conferences that we organize remotely while we have people gathered in a huge auditorium listening to us. We support social entrepreneurs in general, and the ones that are focusing on tech, we connect them to bigger stakeholders. So at Impact, we have 2 parts. We have our partnership with the big guys, so the big organizations that work on an international scale, such as SAP, and we have our partnerships with the local ecosystems, the local entrepreneurs and organizations founded and led by entrepreneurs. So we connect both entities together to try to advance the communities. We follow a bottom-up approach, so Impact is a community of entrepreneurs, for entrepreneurs by entrepreneurs. And yeah, now we're in more than 20 different cities in 4 continents, and we're scaling like a lot more. Specific examples, like Gaza is the example that's very dear to our hearts. But yeah, we're encouraging a lot the use of technology and the teaching soft and technical skills, especially in remote areas, such as in Afghanistan and in Pakistan. And I just wanted to pick your brain as well in terms of, as for you as a female entrepreneur, is there some kind of, is there a particular experience that you have as an entrepreneur that perhaps I or any other male entrepreneur will probably not have? Maybe we as women are more emotional, so we get attached to creating more impact, and ça tient au cœur de voir que
like we're able to do something. Like we want to see change. Maybe males, they're tougher. So yeah, at Impact we're 2 females and we're 2 males. So it's like it's kind of equal. Yes, we're balancing it. But coming from Beirut, the ecosystem in Beirut supports a lot of women entrepreneurs. But because I've worked in the MENA and in South Asia, I noticed how much the culture affects a lot. And this is something that we're trying to break as well by empowering more women, teaching them the skills they need, and pushing them to thrive in these tough situations. Merci beaucoup. Thank you. Yeah, sorry. Merci beaucoup. Zenebo, tu accompagnes beaucoup avec ta structure les femmes entrepreneurs. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux nous donner ton avis et nous expliquer un peu ce que vous faites pour justement travailler sur l'inclusion, ouvrir l'entrepreneuriat à tout le monde, y compris les femmes? Bonsoir, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier Samir et son équipe pour l'invitation et aussi les féliciter pour la réussite de la première journée. Moi, je représente l'incubateur Hadina Limti, qui est le premier incubateur technologique en Mauritanie. Il a été créé en 2014 par un groupe de jeunes qui nous sommes conscients du fort potentiel de création du business dans notre pays, mais aussi on est conscient du retard qu'on a sur le développement sur plusieurs aspects tels que l'éducation, la santé, l'économie et aussi les aspects sociaux. Donc on a décidé de créer l'incubateur et utiliser la vocation technologique et innovation pour un peu avancer les choses. On a orienté les entrepreneurs pour la création de leur projet, mais aussi on les sensibilise de l'importance d'utiliser l'aspect social pour développer leur business, parce que c'est ça qui va nous assurer le développement d'une économie inclusive et durable, aussi bien pour toute la population de la Mauritanie et pourquoi pas s'ouvrir à la région. Qu'est-ce qu'on offre? On organise des compétitions et on sélectionne des entrepreneurs, on leur offre un programme d'accompagnement sur mesure, le coaching, la formation, et aussi on travaille avec les partenaires au développement, les multinationales qui sont présentes en Mauritanie pour l'exécution et la conception de leur programme de tout ce qui est CSA. On joue aussi un peu le rôle de catalyseur de l'écosystème depuis la création de notre incubateur. On collabore avec les différents acteurs de l'écosystème pour faire avancer les choses, surtout sur les aspects réglementaires. On a beaucoup plaidé et fait le plaidoyer pour qu'il y ait un changement concernant la réglementation pour tout ce qui est mobile banking, pour tout ce qui est paiement électronique. Et je pense qu'il y a des avancées parce que la Banque centrale va, en début 2020, ils vont adopter la loi pour la réglementation de mobile banking et le e-commerce. De notre expérience, nous avons orienté les entrepreneurs vers l'entrepreneuriat social, mais aussi on était impressionnés par le nombre des entrepreneurs. On a des entrepreneurs qui ont vocation purement commerciale, mais aussi on était impressionnés par le nombre d'entrepreneurs qui travaillent sur le social. Depuis notre première année d'organisation de compétition, on a accompagné des entrepreneurs qui travaillent sur la sécurité, par exemple pour les jeunes filles dans le transport public. Une jeune fille qui a créé une application juste après avoir vu une collègue à elle qui a subi une agression dans un taxi. Donc elle a développé une application qui s'appelle Taxi Secure. C'est pour sécuriser et faire le tracking des jeunes filles dans les taxis à travers l'immatriculation du taxi. Ensuite aussi, on a accompagné une autre jeune fille qui voulait aider sa mère à faire le suivi de sa maladie de diabète et aussi interagir avec son médecin à distance pour faciliter le suivi de sa maladie. Et quand on a aussi ouvert notre interaction sur tout ce qui est aspect environnemental, on était impressionnés par le nombre de jeunes Mauritaniens porteurs d'idées entrepreneuriales, mais aussi à vocation impact environnemental. Là, on a ici avec nous dans la délégation mauritanienne un groupe de jeunes qui a une entreprise qui s'appelle Dado. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la transformation des déchets plastiques en briques, en matériaux de construction qui sont abordables aux populations qui ont des revenus moyens. Et on a également vu aussi dans d'autres compétitions qu'on a organisées en partenariat avec la Banque mondiale des projets qui travaillent sur, par exemple, le développement des réfrigérateurs solaires qui sont abordables pour les femmes, par exemple, qui travaillent dans le milieu rural, dont le revenu aussi est assez limité. Nous aussi, en tant qu'incubateur, parce que l'écosystème mauritanien est un écosystème encore naissant, il fait face à plusieurs problèmes.
Je ne veux pas un peu rentrer dans les problèmes de l'écosystème mauritanien, mais on s'est retrouvé à sortir, on était obligé de sortir de notre core business qui est l'accompagnement des start-upers pour attaquer des problèmes de l'écosystème tels que par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a la culture entrepreneuriale en Mauritanie chez les jeunes est un peu limitée. Donc il fallait qu'on crée des programmes en parallèle avec notre programme d'accompagnement qui s'articule sur la sensibilisation des jeunes, des adolescents, des enfants, sur tout ce qui est innovation, technologie, programmation et robotique et aussi sur l'entrepreneuriat. On a aussi constaté un peu un faible taux de présence des femmes dans nos programmes d'accompagnement et dans nos compétitions. On a, dans les compétitions, on a décidé de faire, pour un peu faire de la discrimination positive. Donc, on a décidé, dans les compétitions, de dédier un prix spécifique à l'entrepreneuriat féminin pour sortir des success stories mauritaniennes qui vont être des rôles modèles pour d'autres jeunes femmes pour qu'ils voient que l'aventure entrepreneuriale, elle peut être faite par des femmes. Nous avons aussi créé un autre programme, c'est des activités périodiques qu'on fait, qui s'appelle Women in Power for Girls Empowerment. C'est des femmes qui ont réussi leur carrière, leur parcours, que ce soit dans la science, la politique ou l'entrepreneuriat. On les met à table avec des jeunes filles, des adolescentes qu'elles sont encore dans le cursus scolaire. Et ils échangent avec elles, elles les encouragent, les motivent pour aller en avant et continuer dans leur aventure entrepreneuriale et bien sûr dans leur éducation. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, je reviens vers vous pour vous poser une question ou deux petites questions. La première serait peut-être, en tant que État, gouvernement, moi je suis curieux de savoir, est-ce que dans ce processus, on parle de digitalisation, impact social, quelles sont vos difficultés? Et peut-être le deuxième côté de la question, ce serait effectivement quelles sont les potentielles synergies que vous voyez entre vous, l'État, et les entrepreneurs et d'autres acteurs de l'écosystème? Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer par la deuxième question. La synergie entre l'État et les autres acteurs, notamment le privé. Nous avons ce qu'on appelle le CIPMEN, le Centre Incubateur pour les petites et moyennes entreprises. Je crois que le directeur général de CIPMEN doit être dans cette salle. Il faut se lever. Alors tu là, peux te il est lever, là. voilà. Nous avons la maison de l'entreprise et tous les acteurs, en tout cas nous les avons mis ensemble pour la promotion de cette politique nationale de l'innovation et du numérique également. Nous avons créé un incubateur public à l'université Abdou Moumouni de Niamey, qui est la plus grande université publique du Niger, où tous les innovateurs, tous les créateurs peuvent en tout cas venir bénéficier, n'est-ce pas, de la formation, des avantages de ce centre incubateur pour la promotion de leurs produits de recherche. Nous avons pris un certain nombre de dispositions au niveau du ministère. Nous avons ce que nous appelons le FARCIT, le Fonds d'appui à la recherche scientifique et à l'innovation technologique, à travers lequel nous appuyons les créateurs, nous assistons les promoteurs, les étudiants qui ont envie d'aller faire des recherches pour que ces produits soient, ou que cette recherche soit concrétisée ou qu'elle soit davantage vulgarisée. Et nous avons également créé ce que nous appelons le Centre national de recherche scientifique. Ce centre nous permet de coordonner tous les produits de recherche, parce que par le passé, il n'existait pas. Il y a beaucoup de recherches par-ci, par-là, beaucoup d'innovations par-ci, par-là. Il faut une structure pour fédérer tous ces produits de recherche, ce que nous avons fait, et nous le faisons en partenariat avec les privés, notamment le CIPMEN et la maison de l'entreprise. Nous avons également l'ANSI, qui est l'Agence nationale pour la société de l'information, qui a pour vocation également d'encadrer toute cette politique de digitalisation ou de modernisation digitale de notre société. Et nous ne pouvons pas le faire sans, bien entendu,
la participation de tous les acteurs, notamment les entrepreneurs. Maintenant, la difficulté, il y a bien entendu des difficultés. Nous sommes dans un pays où le taux de scolarisation n'est pas important. Or, comme vous le savez, la manipulation de ces outils d'innovation a besoin de minimum de connaissances. Et ça, c'est un des facteurs qui nous limite. Par contre, nous avons initié beaucoup de stratégies à travers le pays. Par exemple, Annecy est en train d'installer ce qu'on appelle les villages intelligents, où on amène l'Internet dans tous les villages pour que la population dans les régions, dans les villages, dans les communes profite et bénéficie des avantages de la technologie, de l'information et de la communication. Donc la difficulté principale, elle est liée à la question de l'analphabétisme. Merci. Merci beaucoup. Moi, ce que je retiens de tout ce que vous dites, c'est que c'est vraiment l'approche écosystémique et le fait que chaque acteur a son rôle à jouer. On voulait, avant de peut-être passer le micro dans la salle pour voir s'il y a des personnes qui voulaient poser des questions, on voulait aussi voir, en fait, assez rapidement, si vous pouviez nous dire un peu comment vous projetez en fait dans ces écosystèmes-là. Comment est-ce que vous voyez votre rôle en fait dans l'accélération de ça? Donc, je pense que Monsieur le Ministre, vous avez abordé en fait la façon dont vous intervenez sur chacune, en fait, chaque acteur de ces écosystèmes-là et développer le cadre favorable en fait à ce que cette innovation sociétale existe et prospère, si j'ose dire. Lucie, est-ce que tu peux partager avec nous un peu comme acteur philanthropique, comment est-ce que la Fondation se projette en fait dans l'accompagnement de ces écosystèmes? Alors nous, au niveau de la Fondation, notre objectif, on a 3 orientations principales au niveau du développement futur de nos activités. Donc l'une d'entre elles est justement ce qu'on appelle les alliances stratégiques, c'est-à-dire notre objectif, c'est de trouver des partenaires qui, à un moment, ont envie de créer du lien ou de développer encore plus de liens avec leur communauté et qui sont, comme nous, convaincus des valeurs que peut véhiculer le football et vraiment de capitaliser là-dessus pour mener des projets en faveur des communautés. On a également la volonté de développer encore plus de projets pour l'adolescence fragilisée. Ça, c'est une orientation qu'on a prise il y a déjà quelques mois et qu'on va accentuer de manière plus poussée au cours des prochaines saisons. Et puis, la volonté de la Fondation, c'est également d'accompagner le club dans son développement à l'international, et donc notamment dans les pays d'Afrique francophone avec lesquels on a du coup un lien historique. Merci beaucoup, Jérôme. Monsieur le ministre a parlé de l'analphabétisme. Et vous, les enfants, comment est-ce que vous essayez de régler cette problématique si Oui, c'est vrai que l'analphabétisme est un problème majeur sur le continent africain et qui compromet réellement le développement de ces enfants. Alors, on a l'exemple du digital qui peut apporter une solution. Ce n'est pas la solution forcément toujours, mais on a des exemples, notamment, je vous disais, en Afrique de l'Est, où grâce au digital, grâce à des applications mobiles, permettent à des enfants justement d'acquérir les connaissances suffisantes pour pouvoir écrire, pour pouvoir commencer à lire. Ça ne remplacera jamais le système éducatif traditionnel, les écoles, ça. Mais c'est vrai que ça peut être une solution. Et je pense qu'il faut aussi être conscient que le digital aussi est un moyen de renforcer le système scolaire existant, et notamment un vecteur. Alors, parce que c'est vrai qu'on s'imagine le digital, la solution merveilleuse pour les enfants. Mais de notre expérience, de aussi cibler les professeurs, les instituteurs, parce que c'est quand même... on a des expériences sur le terrain où on introduit le digital dans les écoles, et contrairement à ce qu'on peut penser, ça prend pas. Ça prend pas parce que les professeurs ont peur déjà ont peur, c'est un outil informatique, donc on a peur de le casser, ça peut être précieux. Si on casse une tablette, qu'est-ce qui va se passer? Et puis les professeurs ont peur de diffuser un contenu qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc c'est une appropriation des professeurs. Donc je pense que digital, c'est aussi un moyen d'accompagner le système éducatif et de renforcer les compétences des professeurs. Je pense que c'est essentiel. Et vite fait, comment est-ce que vous vous projetez, effectivement, par rapport à la question de tout à l'heure d'Isadora,
Sur le digital pour l'éducation? Ah, pour ce qu'on projette dans l'avenir. Dans l'avenir, eh ben, c'est ce que je vous disais, c'est de faire remonter notre expérience du terrain, parce qu'on peut être des super ingénieurs, des super techniciens, avoir des super idées, mais de pouvoir le diffuser au fin fond du Burundi ou au fin fond du Niger au dernier kilomètre, c'est pas si facile que ça. Donc il faut aussi des intermédiaires comme notre réseau qui mettent en lien tout le monde pour pouvoir créer cet écosystème-là qui est nécessaire. Voilà. Merci beaucoup, Claire. De la même façon, en fait, le ministère a adopté des programmes assez emblématiques pour justement soutenir ces acteurs et ces écosystèmes. Est-ce que tu peux nous détailler un peu comment est-ce que vous projetez, comment est-ce que la France projette son rôle dans ces écosystèmes dans les années à venir? Merci. Oui, en effet, on appuie un certain nombre de projets. D'abord, je voulais indiquer que notre objectif n'est pas l'innovation pour l'innovation, mais l'innovation pour le côté accélérateur des projets en faveur d'un agenda qui est bien nommé, qui est l'agenda 2030, les ODD et, puisque c'est le contexte en ce moment, les questions climatiques. Donc dans ce cadre-là et dans le cadre de la stratégie Innover Ensemble dont je parlais à l'instant, qui permet de mettre en avant un certain nombre de projets, le ministère contribue et finance des prix qui vont à des projets innovants et à des structures qui portent des projets à impact social important et valorisant pour le développement de leur pays et des régions. Je vais citer le prix, la dimension internationale du concours de la Fondation La France s'engage, qui a été remis cette année à 5 lauréates, donc 5 femmes, pour des projets innovants et qui étaient d'ailleurs présentes et qui sont présentes ici. L'autre prix emblématique, c'est le prix de la solidarité internationale des grands prix de la finance solidaire, qui est organisé en copartenariat entre Finansol, une association française, et le journal Le Monde, et qui cette année a été remis par notre direction à une entreprise Camerpad, qui met un système de soutien aux femmes dans les conditions, les conditions d'hygiène menstruelle, de valorisation et d'hygiène menstruelle, et qui a été présente aussi aujourd'hui et que j'ai eu la chance de rencontrer aujourd'hui et ce matin. L'autre point important qu'on met en place et dont je voudrais parler ici, qui est en cours d'instruction, c'est un projet que nous avons avec l'IRD, avec Simplon et puis avec Make Sense, qui part d'un constat, comment intégrer les populations qui subissent la fracture numérique dans leur pays et dans les pays du Sahel. Donc l'idée, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut créer des écoles de code au service de l'inclusion professionnelle au Sahel et pour les populations les plus fragiles, en particulier les femmes et de cette région. Comment on crée des communautés Tech for Good dans ces pays pour permettre de lier les écosystèmes numériques et les écosystèmes du développement local. Et comment mettre en place des systèmes, des programmes de qualification, de préqualification même à destination des enfants et des femmes et des jeunes ruraux pour leur permettre d'accéder à l'emploi et de contribuer donc au développement de la région. Donc ça, bien évidemment, on travaille en collaboration, on réfléchit en collaboration avec les gouvernements locaux. Tout cela est en cours d'instruction et la suite, on suit ça de près, mais c'est emblématique de notre démarche, qui est l'innovation protéiforme au service du développement des ODD, du changement climatique, de la lutte contre le changement climatique et pour le développement durable. Voilà. Merci beaucoup. Je vais poser une question pour trois. Vous êtes sur le terrain et en face, dans la salle, on a secteur privé, philanthrope et même secteur public.
en vite fait cette chose-là qui peut effectivement débloquer certains leviers et vous permettre d'avoir plus d'impact et d'aller plus loin. On commence. No, I have a French back. So. You just prefer English. But you can answer in English if you want to. Yeah, I Please will. go ahead. 5 years at AUB just erased 15 years of French. I know the feeling. Yeah. We want you to believe in us. Like I mentioned this in the previous workshop earlier. We want you guys to believe in the new generation and the entrepreneurs. We can make a change. We just need your support. We need the belief you can give us. And we're apolitical, we're irreligious. We just want to make change. We want our communities to advance. We know that the organizations, sometimes they're forced to be political. They're forced to follow specific agendas. Even the private sector, especially in our region, in the MENA, it's extremely political. This is why giving the power to the youth, to the young entrepreneurs that are defying the systems, defying the political challenges that their countries are facing, will help in changing, maybe changing the world, but at least now we're starting with changing the communities and answering the challenges that the communities are facing now. When we were talking earlier, you were mentioning the challenges that the private sector should be fixing. Sadly, in the region and in Lebanon and in MENA, private sector is very busy in politics. They're busy in keeping this international region relationships, that they're forgetting all about their citizens and the challenges and the problem they're facing. We have no access. We have electricity, but we have a lot of shortage. We have like the medical sector, the health sector, it's at its worst now. Transportation also, we don't have public transportation in Lebanon. Instead of them focusing on supporting us and giving us support in these areas, despite all the citizens paying their taxes and like abiding by all the laws, they're just busy with the international challenges and the regional political problems. So yeah, it's us coming with solutions to these challenges. And what would you need in a very operational way? What would you, if you had like a magic whip, what would you do just to change one thing like this? One idea, one tip that you can give to the audience so that can change very quickly the way you operate? Like for political people, it's just the regulations. Make it easier for us to access new markets, easy for us to travel wherever we go, wherever we want, just to scale our businesses, easy for us to access funding. It's tough. Simplify. Can we say just simplify? Let us operate. Yes, yeah. Exactly. Just like take care of whatever you're taking care of and let us like work and achieve impact and stop putting barriers like taxes and all these things on startups is tough, especially when you're a social enterprise and you're doing good to the community and you're doing good to the society. We reached a place where we no longer want them to do anything. We'll do it, but just let us do it. We're no longer asking them to do it. So, yeah. Ok. Zenebou, est-ce que... Ah, voilà. Zenebou, est-ce que tu es d'accord avec ça, avec l'idée que finalement c'est aussi simple que ça? Laissez-nous faire. Oui, bon, je vais un peu rajouter à ce qu'elle a dit. Bon, après, le discours powerful qu'elle a fait, ce sera difficile un peu de capter l'audience et de la convaincre de ce que je vais dire. En partant de notre expérience dans le terrain, on pense que les entrepreneurs, surtout au niveau de l'Afrique, ils sont en train de faire des choses extraordinaires. Donc, il faut bien les aider pour qu'ils continuent et qu'ils font plus d'impact et plus de durabilité dans le projet. Et à notre niveau, on a des recommandations à faire, que ce soit pour l'État, pour le privé ou pour les partenaires au développement ou les partenaires techniques et financiers. C'est de créer un cadre réglementaire et fiscal qui est propice au développement de ce genre d'initiatives, d'entreprises qui travaillent sur le social et qui aussi comble un peu une partie ou rajoute un travail complémentaire pour le travail de l'État parce qu'ils essayent un peu de travailler dans des zones auxquelles
les services publics ne sont pas disponibles, donc il faut les encourager, il faut les aider avec des incitations fiscales. Et aussi, il faut mettre à leur disposition des subventions, parce que quand on regarde du côté financier, quand quelqu'un s'engage, il prend le risque à aller dans des zones, à combler un peu un service que l'État régalien n'a pas pu satisfaire, je ne veux pas dire faire, mais satisfaire à 100%. Donc, on doit investir, l'accompagner et investir davantage. Et aussi, au niveau de notre région, je pense aussi que les écosystèmes, et notamment les incubateurs, doivent être aussi renforcés pour pouvoir accompagner ces projets et atteindre un impact aussi important. Merci. Merci. Lamia, laissez-nous faire. Ou bien, quel est donc ton mot, voilà, ton mot un peu pour clôturer cette session? Oui, on a besoin d'être tous ensemble pour avoir cette vision claire, converger nos actions et aller tous à la même vitesse, surtout à la même vitesse. Parce qu'aujourd'hui, mettre en œuvre un cadre réglementaire qui suit cette mouvance de l'innovation, de la technologie, c'est un frein à ce qu'on veut faire, nous en tout cas, le secteur privé et la société civile. Toujours, on a besoin donc d'un appui des gouvernements, d'un appui étatique, mais on est toujours freiné par cette réglementation. Par exemple, au Maroc, le crowdfunding, c'est pas encore clair. Voilà, il y a un frein réglementaire. Et sur, je sais pas, par exemple, la technologie des drones, on n'arrive pas encore à la mettre en œuvre de manière très fluide et très automatisée. Donc, c'est des freins. Donc, il faut qu'on soit à la même vitesse. Il faut qu'on converge nos actions et qu'on ait une vision claire et unique. Voilà. Merci beaucoup. En fait, ce qu'on vous propose maintenant, merci à tous d'avoir partagé. Ce qu'on sent, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'initiatives, et que finalement, la solution, c'est plus laissez-nous faire et faites-nous confiance. Donc, c'est plutôt un message d'appel à la confiance. Est-ce qu'on se propose de se laisser un petit temps d'échange avec la salle? S'il y a des questions dans la salle pour nos panélistes, ou des remarques, un rapport d'étonnement, quelque chose que vous auriez envie de partager? Il y a peut-être... Yes, speak. Question, s'il vous plaît, il y a une question? Ah, voilà. Ça peut être aussi un témoignage, parce qu'on sait que vous êtes tous aussi des acteurs de terrain. Ça peut être un appel à agir ou une autre idée. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Fatou Mouradsar. Je suis CEO de Mourafa, une structure qui est dans le design et la valorisation du Made in Africa. Nous avons un volet social dans la mesure où, à côté de l'aspect lucratif, nous essayons de rassembler les femmes autour d'événements. Et pour nous, c'est une façon de faire de l'entrepreneuriat social aussi et de créer en fait des plateformes où on peut nous voir, parce que c'est souvent des commerces résilients où on n'a pas accès à certaines plateformes compte tenu des capacités économiques de chacune de ces femmes-là. Alors, ce qui m'intéresse en tout cas en termes d'entrepreneuriat social, c'est l'aspect juridique en fait. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un cadre juridique reconnu en Afrique sur l'entrepreneuriat social en fait? Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse faire, s'il n'y a pas un cadre juridique qui l'encadre et qui permet à ces entrepreneurs-là d'avoir je ne vais pas parler de faveurs, mais des facilités, et compte tenu de l'impact social qu'ils ont, que ce soit aussi un exemple pour les autres, pour moi, il reste encore beaucoup à faire. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un panéliste qui veut répondre, partager une expérience? Est-ce qu'il y a un cadre juridique chez vous? Peut-être non, il n'existe pas. Alors, pas encore, mais en tout cas, la CGEM, le privé, travaille sur cette problématique-là, de mettre en place un cadre réglementaire, de définir ce que c'est que l'entrepreneur social. Il a droit à quoi? C'est quoi les incentives qu'on peut lui présenter pour lui permettre justement de jouer en fait ce rôle, donc rallier l'économique au social, tout en gardant donc la durabilité, la pérennité et les aspects environnementaux. Donc c'est en phase, mais ce n'est pas encore prêt. Ouais. Monsieur le ministre, vous avez peut-être un feedback? Oui, je voulais simplement dire que par rapport au cadre juridique, pour le cas de mon pays, il existe, ce cadre existe. J'avais parlé tout à l'heure de ministère chargé de l'entrepreneuriat des jeunes
et à l'intérieur duquel vous avez toute une organisation. Vous avez même une direction nommée direction de l'entrepreneuriat social. Ça veut dire que, en tout cas, tous les cadres juridiques est pris en compte, installés pour accompagner ces jeunes dans le cadre de leur projet. Voilà, donc pour le cas de mon pays, en tout cas, ce cadre juridique existe. Et je sais que dans beaucoup de pays, surtout de l'UEMOA, ce cadre juridique existe parce que nous avons assisté à beaucoup de réunions avec des ministres au niveau ministériel, au niveau des techniciens sur ces questions-là. Merci. Yeah, sadly, in Lebanon, we still don't have regulations for social entrepreneurs. It's either you register it as an NGO or as a business. And if you go for registering it as a business to have investors on board and like distribute shares, you have to pay a lot of taxes because the type of registration is the unlimited liability, not the limited one, so it has high taxes. So it's also keeping us a little bit hesitant about registering our social enterprises, and we'd rather register them as NGOs, unfortunately. And making money is a little bit tough when it's an NGO legally. Je sais que, en fait, à l'AFD, on travaille beaucoup sur ces questions-là. Notamment, on a une division sur le Social and Inclusive Business. Et actuellement, on est en train de faire une étude justement à la demande en fait de nos partenaires en Afrique, de nos partenaires publics, pour faire évoluer les cadres réglementaires et voir comment est-ce qu'on peut travailler avec eux, notamment parce qu'on a eu en France cette expérience-là. Christophe Itier vous en a sûrement parlé ce matin, en fait, du cadre réglementaire et juridique qui s'est adapté pour soutenir l'entrepreneuriat inclusif en France et faciliter la création. Je sais qu'on travaille déjà beaucoup avec le Maroc pour faire évoluer le cadre réglementaire. On travaille en Tunisie, on travaille au Sénégal, L'idée, c'est vraiment je crois qu'il y a une vraie demande, en fait. Ça bouge. On peut se le dire. C'est sûr que c'est pas encore là maintenant, mais je pense qu'il y a une vraie prise de conscience du fait que quand on parle écosystème, on parle aussi cadre réglementaire et légal, et que promouvoir l'entrepreneuriat inclusif, c'est vraiment un des éléments clés en fait d'accélération des écosystèmes. Est-ce qu'il y a une autre question? D'autres questions? On a beaucoup de questions à poser aux panélistes. Donc, OK. Question. Oui, merci. Bonsoir, Éric Tonfo. Je voulais apporter une petite contribution à la discussion sur l'importance ou la nécessité des cadres réglementaires. Et je vais parler du financement participatif que je connais un peu. Si on prend la France, les premières plateformes de financement participatif ont démarré en 2008 pour un cadre réglementaire qui s'est mis en place en 2014-2015. Donc je pense que c'est important de ne pas oublier que la pratique et la nécessité de l'usage imposent la régulation. Et je pense qu'il faut toujours bousculer les écosystèmes gouvernementaux et étatiques et leur montrer l'usage, c'est comme le mobile money. Les banques centrales en Afrique ont été obligées de trouver un cadre réglementaire pour le mobile money parce que l'usage était évident. Et donc, pareil, tant qu'on trouve la façon de bootstrapper, je dirais, sans être complètement hors la loi ou de faire des choses qui soient abusives, je pense qu'il faut continuer à mettre en place des choses, entre guillemets, à collaborer avec d'autres acteurs et faire avancer jusqu'à ce que les lois, les législateurs soient obligés de se saisir du problème parce que là, ça devient trop flagrant que voilà, il faille légiférer ou réguler. Voilà. Donc, pour conclure, avancer sur la pratique, avancer sur taper et retaper sur la nécessité du besoin et le faire diffuser dans les usages et les clients et puis dire, voilà, vous voyez, vous ne pouvez pas ne pas réguler, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça dans le panel? Est-ce qu'il y a une autre contribution dans la salle? Envie de partager quelque chose sur une expérience? Non. Bonjour, je suis Bougrin Saad, je suis un entrepreneur au Maroc, je suis basé à Technopark. Ça fait 3 mois. Donc, j'ai une question par rapport à l'entrepreneuriat social, mais appliqué à l'enseignement.
Donc, puisque j'ai déjà une expérience dans l'enseignement, et vous avez évoqué le problème de l'utilisation des nouvelles technologies par les professeurs. Donc, même si je maîtrise par exemple moi-même les outils technologiques pour faire un cours, on trouve un problème, par exemple, pour s'adapter. On perd beaucoup de temps d'essayer de faire un cours de côté technique que de se focaliser sur le contenu. Donc, la question est une proposition sur laquelle je travaille actuellement, c'est d'avoir un système qui contient déjà un cours en utilisant les nouvelles technologies qu'on peut utiliser dans la classe en temps réel, que le professeur, par exemple, peut l'utiliser directement et se focaliser donc sur le cours et l'explication du cours, et qui va permettre en même temps aux étudiants donc d'évaluer les étudiants automatiquement et en même temps évaluer les professeurs qui vont enseigner cette matière, car par exemple dans le Maroc, donc pour recruter un professeur en informatique, et on trouve des difficultés. Car on ne peut pas savoir est-ce que ce professeur va répondre parfaitement aux exigences de cette matière. Donc, il n'y a pas eu moyen pour évaluer ce professeur. Alors, s'il existe par exemple, un système donc, qui permet de juger les professeurs et le professeur peut l'utiliser pour enseigner, il contient déjà le contenu du cours et en utilisant les nouvelles technologies, donc ça serait une bonne chose. Donc je veux savoir plus, donc si vous avez par exemple des idées sur comment on peut développer ce sujet. Merci. Oui, merci. Vous avez tout à fait raison de cette histoire du contenu. Nous, on a été confrontés à cela très rapidement. Au début, on est parti sur une idée un peu naïve, en se disant on va installer Internet dans les collèges, on va se connecter sur un cloud avec du contenu qui existe, qui est en open source, Wikipédia et tous ces trucs. Ça fonctionne pas bien. Ça fonctionne pas bien. Ça peut fonctionner ponctuellement si vous avez un professeur qui est plus investi, qui a plus donc on est parti sur, on a une réflexion actuellement de créer un portail pour l'Afrique de l'Ouest francophone, en partant sur les matières scientifiques. Et un portail, justement, en co-créant du contenu localement, mais ce n'est pas nous qui allons construire le contenu, c'est des professeurs sénégalais. Par exemple, on a des professeurs en mathématiques, et qui, de même, on n'a rien inventé, des professeurs mathématiques, qui, avec une chose très simple, un tableau noir, les meilleurs professeurs de Dakar, qui ont enregistré des vidéos YouTube pour illustrer les cours de mathématiques au Sénégal. Initiative comme ça, c'est 50 000 vues sur YouTube au Sénégal, et avec des cours qui sont parfaitement adaptés au contenu. Donc on travaille là-dessus pour faciliter ce genre d'initiative. Et ce qui est très important, c'est aussi de profiter des nouvelles technologies pour créer du lien entre les professeurs, que les professeurs puissent échanger entre eux sur leur contenu, et que ça soit à double sens, qui est aussi un aspect très, très important là-dessus. Il y a un besoin aussi très fort en termes d'exercice pour les élèves. Ça, je pense que ça on en prend un peu technique. Mais voilà, il y a cet aspect professeur qui est en forte demande de contenu, et les élèves qui sont aussi en très forte demande au niveau d'exercices. Mais ça, encore une fois, ça passe par un portefeuille, par un portail, je dirais, local, avec du contenu produit localement et adapté. Ouais. Et j'avais peut-être tout à l'heure sur le statut réglementaire, juste une observation. Je pense aussi qu'il faut penser dans ces outils d'entrepreneuriat social de privilégier aussi l'initiative des entreprises africaines qui veulent aussi investir et s'engager sur des actions d'entrepreneuriat social sur le continent. On a un gros problème, un gros défi sur le continent africain qui est celui de la formation professionnelle, de l'employabilité par exemple. On est en lien avec des partenaires par exemple qui travaillent dans le domaine de l'hôtellerie.
on est en train d'appuyer un centre de formation professionnelle à Bamako sur l'hôtellerie. Ils ont de grosses difficultés pour trouver des formés. Et ce sont des gens qui sont des entrepreneurs, qui ont des hôtels et qui n'ont pas les facilités nécessaires justement au niveau institutionnel, réglementaire, pour pouvoir financer directement la formation professionnelle. Donc je pense que ça passe aussi, la solution encore une fois est en grande majorité à trouver localement. Merci. Merci beaucoup. Est-ce on peut prendre une dernière question? Sauf vous avez envie de rebondir sur la question de l'éducation, peut-être? Non, parce que tu nous disais que toi, tu veux peut-être nous parler de ton... Maybe you want to... Ah ben non, tu parles français, excuse-moi, enfin, tu comprends. Peut-être que tu veux nous parler de ton autre initiative, en fait, en lien avec l'éducation. I'm also the founder of Wonder Ed. Wonder Ed as education. So I have an after-school program for preschoolers where I work on developing their cognitive skills through storytelling. So yeah, development of skills with preschoolers and all the kids that are aged between like less than 3 years, like less than 6 is very important. And teaching them like the skills that they need that's away from the digital, I mean exposing them to screen, is very important. We noticed how much this new generation is glued to their tablets, and this is damaging their brains. Sadly, there's a generation by itself that got damaged from the use of screens, and now a lot of research is coming up talking about the damage on the brain, especially brain development, and they're falling back on developmental milestones, and this is sad. A lot of initiatives are trying to like try to pick this up and like reverse the damage that happened. My cousin was one of them. He had a delay in speech and he wasn't making eye contact. We thought that he might be autistic, but he wasn't. He was just glued to his iPad, and there's this new syndrome called the electronic screen syndrome. It's a name now, and it's there. Yeah, it's a legit syndrome. And it affected all the generation that were born on screens. So taking away screens from them, exposing them to the way we were raised when we were young, like on the bikes, jouer avec des jeux ensemble. Playdates now are all on iPads, and this is so sad. No one's talking to each other. They're no longer playing. Birthdays now, the concept changed. So it's sad to see that this generation is suffering from this technological advancement. So controlling it, setting boundaries, and focusing on their cognitive skills development is essential, especially that coding now is the language that everyone is expected to know. So at Wonder Ed, we teach them the algorithms that's behind coding, something that we can teach them by playing. So we use play a lot, and storytelling is the umbrella that we have on top of like gross motor skills, soft motor skills development, and healthy ways of eating and like doing physical activity. So yeah, this is very important, and I still fight with entrepreneurs that create mobile apps for preschoolers. This is not nice of you to try to make money out of damaging their brains. Create apps for older generation, for 8 and above, it's fine. Like their brains are a bit more mature. But for the young ones, just leave them with their toys, with their Lego, with whatever they're playing with, and let them grow bit by bit up until they reach this level of maturity where you can now expose them to screens and expose them to the actual technology and teach them the syntax of coding. What I hear is that you're saying that tech is a wonderful mean to improve inclusion, but we all need to be trained and to use tech as it is, as a tool, and not think that tech is magical and everything will come out of tech, even if it's a wonderful tool for a lot of inclusion issues. But when it comes to, we all need to learn how to use tech and how to use this tool towards inclusion and have the mission in mind rather than... It's a double-edged sword. So it's also when even us, we notice that now we're all glued on our telephones, on our mobiles, just to be updated and update others on what's happening, and we're losing social skills.
the World Economic Forum, they released a report 2 years ago talking about the skills of the future, and like social skills and cognitive development and advanced cognitive thinking were one of these. And us being, or the new generation being on their, using technology heavily is damaging this. So, and now automation is replacing a lot of jobs. So we also should think about that. Like technology is replacing us slowly. So creativity and fostering innovation and like the things that cannot be automated and delegated to robots, these are the skills that we should be focusing on nurturing with the new generation that's rising now. Thank you very much. I hear two things. One is, as we develop technology, we need to be thinking of the effect of it 10 years, 20 years from now, which is something good. The second thing I hear is also we need to start thinking about the role of solving the social issues. Is it the role of the government? Is it the role of civil society or private sector? Thank you very much, everybody. I'm going to give you the mic as well. Non, mais c'est parfait, t'as parfaitement... Je vais peut-être juste le traduire. Non, c'est une blague. Non, en fait, il me semble que ce qui ressort, c'est exactement ce que tu dis, c'est que ce qui compte, c'est la mission, finalement. C'est que l'inclusion, c'est le fil rouge et qu'après, c'est avec quels outils, donc la réglementation, la tech, tout ce qui est bon pour aller dans le sens de l'inclusion et d'être ensemble, et que finalement, on n'arrive pas à faire les choses seuls, et que c'est vraiment une histoire d'écosystème. Donc merci à tous, parce que vous représentez vraiment... et tout le monde applaudit là, debout. Il faut vous lever, on va vous faire un exercice de danse. Voilà, levez-vous, ça va vous faire du bien. Surtout, levez-vous pour... on va prendre une photo.